Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 28 avril et à la une de cette édition, il y a de cela 4 mois, avaient eu lieu les assises de la sécurité et de la citoyenneté, rassemblant l'ensemble des acteurs composant la société mahoraise. Après restitution, 75 actions avaient été retenues. Aujourd'hui, à la mairie de Mamoudzou, les mesures validées étaient présentées lors d'un comité de pilotage. L'ambition est de soumettre ces propositions au ministère de l'Intérieur afin que des dispositions soient prises pour enrayer les violences sur le département. Chaïdi Maolida. Pendant les assises de la sécurité et de la citoyenneté, 2000 contributions avaient été faites par les différents représentants de la société mahoraise. Lors de sa restitution, 75 propositions avaient été conservées et aujourd'hui, à la mairie de Mamoudzou, un comité de pilotage avait lieu afin de présenter les actions validées pour ce projet. Nous avons validé de manière globale les propositions, les 35 fiches d'action sur les 75 propositions qui avaient été faites. Donc le document final nous sera renvoyé pour que nous puissions, comme on s'y était engagé, comme nous l'avons déjà demandé, parce que nous avons demandé rendez-vous auprès du gouvernement, pour que nous puissions le remettre de manière très officielle au Premier ministre. J'ai déjà, il y a un peu plus de 10 jours, saisi officiellement le Premier ministre et donc pour le moment, nous attendons le retour pour avoir le rendez-vous dans les prochaines semaines, nous l'espérons. Parmi les différents acteurs concernés par les questions de sécurité, les forces de l'ordre auront logiquement un rôle important à jouer. Et de leur côté, certains travaux sont déjà à l'étude. Dans la façon dont c'est organisé, il avait été acté lors de la signature du pacte de sécurité entre la préfecture et la mairie de Mamoudzou d'augmenter les effectifs de police. Ça a d'ores et déjà été fait. D'augmenter les moyens de vidéoprotection, c'est un sujet qui est en cours. Et puis également, pour des sujets techniques, de développer une fourrière auto, de développer une fourrière animale avec des moyens de capture, avec toutes les problématiques qu'on connaît liées aux chiens errants. L'amélioration de la coordination avec d'autres services, à l'image des groupes de médiation citoyenne pour la préfecture ou les EMS pour le rectorat, ont été également soulignés par le commissaire Alm. Toujours dans l'idée d'une implication collective, le monde économique tient également à apporter sa pierre à l'édifice et une première action est déjà dans les tuyaux. Prochainement, on aura un job recruiting qui sera organisé avec les services civiques de la police nationale qui vont arriver en fin de contrat et donc une vingtaine d'employeurs se retrouveront au lycée des Lumières pour recevoir quelques minutes chaque candidat afin de voir si des profils sont insérables tout de suite dans l'emploi ferme et définitif au sein du monde économique. Un comité de suivi et d'évaluation des actions engagées a d'ores et déjà été acté par les acteurs présents. 2 points d'étape seront réalisés lors de réunions annuelles, avec la première d'entre elles qui devrait se dérouler le 26 octobre prochain. Et d'autres assises se tenaient ce matin, celle du numérique portée par le rectorat, l'Agence française de développement et les acteurs privés du numérique. Quelques mois après avoir mené une grande consultation dans le cadre de ces assises, ils ont tous dévoilé à la presse une feuille de route, un document de travail qui servira à lancer un ensemble de projets et d'actions visant à développer le potentiel informatique et numérique du territoire. Le point avec Ivan Rakotovao. Plusieurs semaines après une grande consultation qui a mobilisé plus de 200 participants, l'Agence française de développement et ses partenaires ont dévoilé une feuille de route ambitieuse avec pas moins de 40 projets et une centaine d'actions pour le développement du numérique à Mayotte. Nos grands axes, c'est effectivement connecter la population, donc là c'est sur l'aspect infrastructure, c'est aussi équiper les Mahorais, donc avec plus de matériel informatique, moins cher pour tous. C'est aussi apporter une sensibilisation et des formations aux outils numériques. Parmi les nombreux projets, on peut citer la poursuite du déploiement du très haut débit, la mise en place de bornes Wi-Fi, le déploiement de formations diplômantes ou encore la création d'un cluster d'entreprises. Les assises, en fait, elles nous ont permis de faire un peu le point sur l'ensemble des projets et de revoir un peu les partenaires en fait, qu'il y a autour de ces projets. Et ça nous permet effectivement de mieux nous positionner. La stratégie du cluster, elle sera de se concentrer finalement sur l'économie du numérique, sur la croissance de la filière numérique.
la croissance des entreprises, la croissance de leur chiffre d'affaires, l'amélioration des opportunités. Les actions auprès du grand public sont aussi un axe fort de la feuille de route, avec notamment une redynamisation des espaces numériques mise en place par la Cité des métiers, qui compte aussi combiner son action avec son bus numérique. L'idée, c'est vraiment d'aller au plus proche des populations. C'est de garantir un service de proximité. Aller dans les communes, aller dans les villages, aller dans les quartiers pour des ateliers numériques, faire découvrir les métiers du numérique, accompagner les publics dans le cadre de leur démarche en ligne. Mais également, il y a un autre volet qui est très important. Le directeur de GIP Carrefour l'a souligné tout à l'heure. C'est toute la partie formation, toute la partie orientation. Le calendrier précis des réalisations n'a pas été détaillé, mais l'AFD espère une concrétisation progressive des projets d'ici quelques années. Et l'actualité de ces dernières semaines, c'est aussi ces destructions d'habitats insalubres qui se multiplient aux quatre coins de l'île. Ce fut le cas le 20 janvier dernier à Ajangwa, où 178 personnes avaient bénéficié d'un travail d'enquête sociale mené par les associations spécialisées. 130 personnes avaient accepté le principe d'un relogement. Finalement, ce sont 5 familles qui ont bénéficié d'un hébergement d'urgence via la CFAV, soit 32 personnes. Nous avons pu rencontrer 2 de ces familles. Yousra Mahadali. Depuis le mois de septembre 2020, le territoire vit au rythme des dispositions appliquées par la loi Elan, qui consiste à expulser d'un certain nombre de parcelles des occupants qui ne disposent pas de droits pour les occuper. Le foncier se faisant rare sur le territoire, ces actions sont nécessaires pour des besoins d'aménagement. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune homme qui vit avec ses parents et qui ont fait les frais de ce décasage. Il a fait le choix de témoigner sous anonymat. Ils sont venus nous prévenir le mois de novembre que oui, on doit sortir du terrain où on occupe, on doit chercher une autre maison parce qu'ils vont venir nous exclure, nous décaser. Et là, ils sont venus le 20 janvier. Donc, on vu qu'en ce moment-là, on n'avait pas encore eu de maison, parce que vous savez que déjà, chercher une maison, c'est pas facile. C'est pas facile de chercher une maison aujourd'hui, le tour veut demain. Et donc, à CFAV, ils sont venus nous aider, ils nous ont apporté leur aide. Comme hébergement d'urgence. Eux, ils nous ont dit que l'hébergement, ça va de 1 mois à 6 mois. Et nous, à ces 6 mois-là, on doit chercher des solutions. Une précarité dans laquelle le jeune homme a grandi, même si aujourd'hui il a des envies d'évolution. Pour le moment, l'absence de toit ne lui permet pas de se consacrer à lui. Je vis avec mes parents depuis mon enfance. Et là, voilà, je ne suis pas me séparer d'eux vu que je ne me suis pas encore engagé à un mariage. Ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas eu le travail. En fait, ils possèdent un titre de séjour. Et avec un titre de séjour, on ne peut pas bénéficier du RSA ni du RMI. Justement, moi, en fait, je cherche un métier auquel je peux être fonctionnaire, en fait. Un métier à vie. Situation différente pour cette mère de famille de 5 enfants arrivée sur le territoire en 2003 par Kwassa. Mariée à un Maoré, la jeune femme occupait avec sa famille un terrain qui n'était pas à eux. Relogée par l'ACFAV, le temps que la famille se retourne, la jeune mère de famille tente de constituer des dossiers d'aide pour faciliter sa réinsertion. Et tout autre sujet maintenant, les bars et les restaurants de l'île ont pu rouvrir leurs portes à l'instar des hôtels. Néanmoins, en raison de frontières fermées et de motifs impérieux, les établissements d'hébergement connaissent une crise sans précédent. Certains sont proches de fermer définitivement leurs portes. C'est le cas de l'hôtel Trévani qui tente de traverser la crise et de préserver ce qui peut encore l'être. Je vous propose d'écouter son gérant lors de la matinale de Kwesi. Même si on a eu l'État qui m'a soulagé un peu les salariés qui étaient en chômage partiel, mais voilà, c'est un soulagement des salariés, mais le fonctionnement de l'hôtel et le truc courant, il nous reste toujours à nous à trouver de solutions P pour tout ça. Du coup, là, ça a été très très compliqué, ça a été très très difficile. Et en plus là, on nous a ouvert, mais boum, on est tombé dans le mois de Ramadan, qui est le mois le plus calme de restauration à Mayotte. Et du coup là, on espère finir le mois de Ramadan et après on va pouvoir repartir et essayer de sauver ce qu'on peut sauver et essayer niveau
structure et surtout au niveau masse salariale, parce que voilà, à un moment donné, la magie, on ne saura pas faire, mais voilà, on va se battre pour essayer de sauver ce que nous allons pouvoir sauver. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la réélection de Madi Vita à la tête du CROSS ou encore une charte de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Au montage, Leslie Vimenet. Élu en 2009 à la tête du comité régional olympique et sportif, Madi Vita a été conforté dans son poste pour les 4 prochaines années. Il défend un plan de mandature articulé autour de 4 domaines prioritaires: santé et bien-être, éducation et citoyenneté, professionnalisation et politique publique. Madi Vita et son équipe vont développer des actions à destination de la population et des sportifs du territoire. À ces missions s'ajouteront l'accueil des Jeux des îles en 2027. Le CROSS croit aux chances de l'île d'accueillir la compétition dans 6 ans. En marge des infrastructures sportives à construire, la question de l'hébergement est centrale. L'association propose ainsi la création d'un CROUS. Ces logements et ce restaurant universitaire pourraient accueillir les 2000 à 2500 sportifs prenant part à la compétition. Restera ensuite à loger les staffs et les officiels. Autre sujet brûlant, faire évoluer la charte des Jeux pour que les sportifs mahorais puissent enfin défendre les couleurs de la France. Suite à l'appel du collectif CID engagé dans les droits de l'enfant à Mayotte, le tissu associatif mahorais et ses partenaires institutionnels se motivent pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. En tout, 92 acteurs sont mobilisés quotidiennement depuis 3 mois pour préparer le projet. Associations, institutions et acteurs privés, tous s'engageront dans ce combat, lequel se déclinera en plusieurs axes d'intervention. Libération de la parole, sensibilisation massive, mais aussi une meilleure prise en charge des victimes sur le territoire mahorais. En effet, le tribunal ne cesse de traiter des affaires d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs. Une charte de lutte contre les violences sexuelles sera ainsi signée solennellement durant le mois de septembre par les 10 premières personnalités du territoire, un moment fort qui marquera le lancement officiel de cette campagne sur l'île où la moitié de la population est mineure. Sur la semaine glissante du 14 au 20 avril, 143 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés pour un taux d'incidence redescendu à 51,2 pour 100 000 habitants. Pendant cette période, 18 personnes étaient hospitalisées au CHM, dont 5 en service de réanimation. Le taux de positivité est actuellement situé à 4,9%. Du côté du rectorat, parmi les 222 établissements de l'île, aucun n'a été tenu de fermer pour cause de cluster. 12 classes sont en revanche porte close. Sur les 102 774 élèves mahorais, 12 ont été contaminés la semaine dernière. En termes de personnel, ils ne sont que 7 à avoir été testés positifs sur la même période, sur les 8 200 personnels qu'accueille l'île. Mayotte déplore à ce jour 169 victimes du coronavirus et 19 896 cas ont pu être confirmés depuis le début de l'épidémie. Actuellement à Mayotte, près de 8000 enfants ne seraient pas scolarisés faute de place dans les établissements. Alors pour pallier ce problème, l'Éducation nationale construit des écoles et en attendant que les établissements sortent de terre, elle a mis en place le dispositif classe itinérante, un moyen de garder près de l'école les enfants qui n'ont pas pu s'inscrire à la rentrée. Ivan Rakotovao s'est rendu à la maternelle de Doujani où le dispositif est expérimenté. Reportage. 4, 5. En dépit des apparences, ces enfants ne sont pas en cours de PS ni en récréation. Ils apprennent à compter en s'amusant. Cette activité, c'était pour leur apprendre à compter jusqu'à 5. Du coup, il fallait qu'ils sautent dans les cerceaux. Il y avait 5 cerceaux en fait. Et en même temps qu'ils sautent, ils comptent en même temps. Du coup, ça leur apprend d'assimiler vite le dénombrement. Faire assimiler vite et bien des connaissances de base, c'est le défi de cet enseignant, car ces élèves ne suivent pas une scolarité normale. Faute de place dans les écoles maternelles, ils n'ont pas pu être scolarisés. Ils ont donc été réorientés vers un dispositif nommé classe itinérante. Ce sont des enfants normalement qui devraient être scolarisés depuis le début de l'année, mais faute de place, ils n'ont pas été scolarisés. Donc, du coup, le vice-rectorat et le service de la mairie ont pris ces élèves-là pour leur montrer quelque part le fonctionnement de l'école. Leur aider à découvrir ce que c'est déjà l'école. Et la rentrée prochaine, quelque part, ils seront prioritaires. 2 heures par semaine, c'est la durée de l'enseignement donné dans les classes itinérantes. Mise en place il y a 2 semaines, elles accueillent déjà 150 élèves ici à la maternelle de Doujani. D'autres ont été déployés à l'école de Cavani Sud et le rectorat souhaite en ouvrir davantage dans d'autres communes.
Une mesure palliative en attendant la construction de nouveaux établissements. Notre objectif, c'est de scolariser tous les élèves à partir de la grande section. En tout cas, c'est notre objectif à la prochaine rentrée. Et pour les autres, évidemment, on mettra en place ce type de dispositif pour qu'ils prennent le moins de retard possible, en attendant, bien sûr, que les communes, avec le support de l'État, construisent les salles de classe en nombre suffisant pour pouvoir accueillir tous les élèves. Aujourd'hui à Mayotte, près de 8000 enfants seraient en attente de scolarisation selon le rectorat. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.